malheureusement, il aura fallu un bain de sang pour que, enfin, il y ait une prise de conscience du fait qu'on a été sous-dimensionné. Marc Trévidic, vous avez instruit des affaires sensibles. Vous avez été un juge antiterroriste qui a marqué les esprits, notamment parce que lorsque vous quittez vos fonctions de juge antiterroriste, vous pressentez que des attentats vont se produire sur le sol français. En août 2015, à 3 mois donc des attaques du 13 novembre, vous interrogez un islamiste arrêté à son retour de Raqqa, fief de Daesh en Syrie, à ce moment-là. Et il vous dit qu'un concert de rock va être visé. Quand quelqu'un là-bas dit qui est volontaire pour aller frapper la France, tout le monde lève la main. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de bien préciser que ça devenait quasiment inévitable, ce qui allait nous arriver. On avait eu une année très difficile, 2015, mais même 2014. Il y a eu plusieurs tentatives d'attentats. Mais vous aviez été entendu à ce moment-là, où la machine était impossible à arrêter, c'était trop tard? En interne, à la DGSI, tout le monde était d'accord. On n'y arrive plus, on va se prendre un gros attentat, ça c'est sûr. Voilà, il n'y avait plus les moyens, il tirait la sonnette d'alarme, hein, si vous voulez. Mais en fait, je crois que c'est pas propre à la France, malheureusement. Hein. Il faut qu'il y ait un massacre pour que vraiment, là, tout d'un coup, l'argent arrive, quoi. Et c'est ce qui est arrivé après le 13 novembre 2015. Ils sont passés à 26 au parquet national antiterroriste. Enfin, je veux dire, on passe de 8 à 26. Hein. Pour la DGSI, ils ont eu un recrutement massif. Donc, malheureusement, il aura fallu un bain de sang pour que, enfin, il y ait une prise de conscience du fait qu'on a été sous-dimensionné. C'est dommage. Et je le comprends aussi, c'est comme ça partout finalement. Hein. Oui, oh, vous faites vous inquiétez pour rien, etc. C'est ce qu'on vous disait. Oui, ça sert à rien d'inquiéter les gens. C'est à peu près ça, oui, tout à fait, bien sûr. Vous qui avez eu beaucoup de terroristes face à vous, oui. Et que vous avez interrogés, qu'est-ce qui les anime? Pas toujours la même chose. Ouais. J'ai connu une période où, à l'époque Al-Qaïda, ils partaient dans les camps d'entraînement en Afghanistan, puis après ils allaient faire le djihad en Tchétchénie, en Bosnie, etc. Il n'y avait pas forcément une haine de la France. D'accord. Hein, il n'y avait pas forcément des départs en disant « je vais revenir et vous faire un attentat ». Époque État islamique, c'était que ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes, français ou pas, mais qui ont vécu en France, qui partaient rejoindre l'État islamique avec la haine de la France. Ils espéraient bien revenir faire des attentats. Donc, la motivation était vraiment de la haine, si vous voulez. Hein. Quand on est salafiste djihadiste, on peut rejoindre un groupe terroriste, on peut rejoindre une zone de djihad pour 20 000 raisons. Pas forcément dans le but de venir faire d'attentats terroristes après au retour en France. Hein. Mais c'était malheureusement le cas avec l'État islamique. J'imagine que vous êtes encore très concerné par le sujet, que vous avez des informations et évidemment une intuition. Est-ce que vous avez l'impression que la menace terroriste aujourd'hui est encore très forte en France? Alors, elle est forte, mais elle ne vient pas de l'extérieur. Elle est vraiment des jeunes ou des groupes de jeunes qui vont vouloir faire quelque chose sans être guidés par un groupe extérieur. Aujourd'hui, c'est ça la menace. C'est ce qu'on appelle la menace endogène. Oui, mais ce qui m'inquiète moi plus, c'est l'âge. Il faut comprendre que moi, j'ai commencé en 2000 l'antiterrorisme. Je n'avais jamais vu de mineurs sur les bancs de la galerie Saint-Éloi. Il a fallu l'État islamique pour qu'on voit les premiers mômes de 15-16 ans. Et les femmes aussi, massivement, ce qu'on n'avait pas non plus. Donc ça s'est quand même élargi énormément. Et le fait d'avoir aujourd'hui, dans les interpellations, vous regardez hein, sur les affaires, c'est tout le temps des jeunes et souvent des mineurs aujourd'hui. En tout cas, c'est très jeune. Pourquoi, d'après vous? C'est une colère qui est exploitée par les plus âgés? Parce que l'endoctrinement ne fonctionne plus du tout de la même façon. Pendant des années, à l'époque d'Al-Qaïda, l'endoctrinement, c'était vraiment profond. Ils lisaient la littérature, j'allais dire. Hein. Donc c'est par la pensée qu'ils s'endoctrinaient vraiment, par une réflexion, etc. Et puis ça a été l'image. Après, ça a été l'image. L'image, c'est montrer des victimes, des frappes américaines en Irak, des vidéos, quoi. Qui vont émouvoir. Et donc, l'endoctrinement par l'image, c'est moins profond, mais c'est immédiat comme résultat. Un jeune, en 3-4 mois, il va être sensibilisé, surtout s'il est très jeune, justement. Donc, il y a l'image, l'émulation des réseaux sociaux. Regarde ça, t'as vu ce qu'ils ont fait. La désinformation massive aussi, qu'ont permis les réseaux sociaux. On croit, parce qu'on est en France et qu'on a une offre d'information qui est très large, que les jeunes qui ont une sensibilité salafiste, ils vont vers le média qui va les conforter déjà dans leur opinion. C'est ça le problème. Et avec une désinformation massive, quand on voit les informations qui arrivent sur les réseaux sociaux, et là c'est fou, parce qu'on va pouvoir chauffer à blanc des gens en leur faisant croire que, regardez le mécanisme pour Samuel Paty. Je veux dire, vous pouvez faire passer n'importe quoi. Vous pouvez accuser quelqu'un d'avoir montré une caricature, même s'il n'a absolument pas fait. C'est pas grave, ça sera la vérité, ça sera diffusé sur les réseaux sociaux, voilà, d'avoir tenu des propos, et ça c'est un grand danger.